Nous sommes en 1937, Paris brille de mille feux, les Champs-Élysées sont illuminés, les brasseries ne se désemplissent pas, et dans les cabarets du Montparnasse, on danse encore comme si la guerre n'était qu'une rumeur lointaine. C'est dans ce Paris insouciant qu'un homme se déplace, la trentaine, les cheveux lisses en arrière, un regard d'une profondeur troublante, les femmes le regardent passer, les hommes aussi. Il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer. Ce soir, je vous emmène en 1937 et je vais vous raconter l'histoire d'un homme surnommé le tueur au regard de velours, l'histoire d'Eugène Weidmann, le dernier condamné à mort, exécuté en public dans l'histoire de France. Restez avec moi. Eugène Weidmann, né le 5 février 1908 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Fils d'une famille ouvrière, il n'a pas de destin tracé d'avance. Mais très tôt, quelque chose cloche. À l'adolescence, il accumule les condamnations pour vol, escroquerie, petite délinquance. Il passe par la case prison en Allemagne. Puis il découvre la frontière. C'est une seconde chance, ou du moins c'est ce qu'il croit. Il arrive en France, il a le charme facile. Il parle plusieurs langues, sait se tenir en société. Et ce regard, ses yeux sombres, intenses, presque hypnotiques, qui lui valent ce surnom que la presse lui donnera plus tard, le tueur au regard de velours. Je veux vous poser une question pour qu'on puisse y réfléchir ensemble tout au long de cet épisode. Est-ce que le charme peut être une arme aussi dangereuse qu'un couteau? C'est une idée qui va nous accompagner, gardez-la en tête. En 1937, Weidmann s'associe à deux complices, Roger Million et Jean Blanc. Le projet est simple, dans sa froideur, piéger des touristes étrangers, riches et isolés, les attirer dans les pièces tranquilles et les tuer. Pour de l'argent, uniquement pour de l'argent. Il loue une villa à Saint-Cloud en banlieue de Paris, une maison discrète avec un jardin, le genre d'endroit où personne ne vous entend si vous voulez pas être entendu. Juillet 1937, Jean de Coven a 24 ans. Elle vient de Boston, aux États-Unis. Danseuse étudiante en ballet, elle est venue à Paris pour vivre son rêve. Apprendre auprès des meilleurs. Elle loge sur la rive gauche avec sa tante. Le 23 juillet, Jean quitte son hôtel pour une rencontre avec un homme qu'elle vient de connaître. Quelqu'un lui a promis de l'aider dans sa carrière. Quelqu'un avec un regard particulier. Jean de Coven ne rentra jamais à Boston. Sa disparition a fait la une des journaux américains. L'ambassade s'implique. La presse internationale suit l'affaire. Mais en 1937, sans empreinte génétique, sans caméra, sans téléphone traçable, retrouver une personne disparue relève presque du miracle. Les semaines passent. Weidmann, lui, il continue. 1er septembre 1937, Joseph Koufi, chauffeur de taxi, abattu d'une balle dans la nuque. Le 3 septembre, Janine Keller, infirmière, même sort. 17 octobre, Roger Leblond, producteur de théâtre, abattu. 22 novembre, Fritz Frommer, une connaissance, abattu. 29 novembre, Raymond Le Sobre, agent immobilier, abattu. 6 victimes en 5 mois, le tout dans le silence le plus total. Ce qui frappe dans cette liste, c'est la diversité des victimes. Une danseuse américaine, un chauffeur, une infirmière, un producteur, des vies complètement différentes, unies par le seul fait d'avoir croisé le chemin de cet homme. Pensez-vous que cette absence de profil unique a compliqué le travail de la police? Je serais curieux de lire vos théories en commentaire. Mais revenons à notre histoire. Weidmann commet une erreur, une seule, mais elle lui coûtera tout. Sur les lieux de l'une de ses affaires, la police découvre une carte de visite, un nom, une adresse, un fil qui va dérouler toute la pelote. Le 8 décembre 1937, les enquêteurs remontent jusqu'à la villa de Saint-Cloud. Ils frappent à la porte. Weidmann est là. Il ne s'attendait probablement pas à ce que ça arrive aussi vite. Il est arrêté, les corps sont retrouvés. Le pays entier découvre l'ampleur de ce qui se joue dans cette maison tranquille de banlieue parisienne. Le procès s'ouvre en mars 1939 devant la cour d'assises de Seine-et-Oise. Weidmann est défendu par maître Vincent de Moreau-Diaferi, l'un des grands avocats du barreau français. Colette Tricot, complice présumé et acquitté. Jean Blanc écope de 20 mois. Roger Million et Weidmann, eux, sont condamnés à mort. Le 31 mars 1939, coupable, peine de mort sans surprise. Et c'est là que l'histoire prend une dimension que personne n'avait vraiment anticipée. 17 juin 1939, il est 5h du matin, le soleil se lève sur Versailles. Devant les murs de la prison Saint-Pierre, la foule est déjà là. Des centaines de personnes, certains sont venus dès la veille au soir pour s'assurer d'avoir une bonne place. Il y a des familles, des femmes en robe du dimanche,
des hommes en costume. Quelques-uns ont même apporté à manger. C'est un spectacle, c'est traité comme un spectacle. Weidman sort le bourreau. Jules-Henri Desfourneaux fait son travail. La guillotine tombe. Et c'est là que quelque chose d'étrange et de profondément humain se produit. La foule devient incontrôlable. Des gens se précipitent. Certains, et je dis bien certains, n'hésitent pas à tremper leurs mouchoirs dans le sang répandu sur le pavé pour les garder en souvenir. Des photographes ont immortalisé la scène, des caméramans aussi. L'exécution censée avoir lieu avant le lever du soleil pour limiter des spectateurs a été retardée. Trop de monde à gérer et la lumière du matin a permis d'immortaliser chaque détail. Arrêtons-nous une seconde et imaginons des gens qui se battent pour avoir un souvenir de l'exécution d'un tueur en série. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport à la mort, à la justice, à la violence? Je ne pose pas la question pour choquer, je la pose parce que je pense qu'elle mérite d'être posée. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Le lendemain, le président Albert Lebrun signe le décret. Plus jamais d'exécution publique en France. Ce que la justice avait utilisé comme un outil de dissuasion pendant des siècles venait de mourir avec Weidman. Un détail supplémentaire qui illustre à quel point cette exécution est entrée dans l'histoire. Parmi les témoins présents ce matin-là, se trouvait un jeune homme britannique de 17 ans, qui deviendrait plus tard l'une des plus grandes stars de cinéma fantastique. Son nom, Christopher Lee. Il déclara plus tard que cette vision ne l'avait jamais quitté. Eugene Weidman a tué 6 personnes. Il a été jugé, condamné, exécuté. La justice a fait son travail. Mais ce que l'affaire Weidman a laissé derrière elle, c'est une question que les juristes, les philosophes et les historiens débattent encore aujourd'hui. Est-ce qu'une exécution publique rend la société plus juste ? Ou est-ce qu'elle révèle quelque chose de bien plus sombre dans ce que nous sommes collectivement capables d'apprécier en spectacle? Jean de Coven avait 24 ans. Elle voulait danser à Paris. Elle ne rentrera jamais. C'est pour ne pas oublier ça, pas le tueur, mais les victimes, que je raconte ces histoires. Et pour conclure ce podcast, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que rendre une exécution publique pouvait dissuader les criminels? Ou peut-être ce n'a jamais été l'effet produit? Dites-moi en commentaire si vous avez connu ou lu quelque chose sur cette affaire que je n'ai pas mentionné. Je serais vraiment intéressé de savoir. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons encore d'autres affaires remarquables à vous présenter.